Bonjour à vous toutes et à vous tous. Voici ma deuxième vidéo qui va porter elle aussi sur la monarchie. Je vais apporter certains éclaircissements par rapport à ce que j'ai pu dire lors de ma première vidéo. Nous sommes le 6 décembre 2021 et aujourd'hui le programme est le suivant. Je vais apporter quelques éléments nouveaux en ce qui concerne mon pedigree. Je vais vous présenter deux ouvrages, aussi quelques précisions sur ce que va être le programme des prochaines vidéos. On va aborder la question des sanctions possibles lorsque les éléments de la monarchie ne sont pas respectés. Enfin, c'est une hypothèse de travail que je vais partager avec vous. Quel est le rôle de la monarque aujourd'hui? Je vais revenir un peu sur la crise australienne. On va parler des relations entre la monarchie et le Parlement, la question du check and balance et l'origine de cette notion de check and balance qu'on attribue faussement, enfin, qu'on attribue à Montesquieu, mais lui-même l'a repris à partir des éléments de la Magna Carta et la Grande Charte de 1215. En d'autres termes, le check and balance à l'américaine a des origines profondes dans le droit anglais. Cette Magna Carta de 1215, en fait, est le fondement de nos libertés. Et la Charte canadienne, au fond, n'a été qu'un porte-voix de ces libertés. Donc, les relations entre le Parlement et la souveraine. Ensuite, j'aborderai les dynasties rapidement, simplement en faire une énumération. Ensuite, la question de 1774, qui est une année charnière dans l'histoire du Canada et du Québec, c'est-à-dire de cette communauté de Français abandonnés par la France de Louis XV dans la foulée de la bataille des Plaines d'Abraham, donc 1774. Ensuite, on va aborder la question de la religion et de la monarchie. Quelques mots sur Victoria et quelques mots sur l'autorité des décisions de la Cour d'appel, de l'Appeal Court, du comité judiciaire du Conseil privé, les décisions du Privy Council anglais par rapport à comme précédent dont on doit tenir compte, qui sont autoritatives par rapport aux décisions que nos tribunaux doivent rendre. Donc, voilà, c'est un programme qui est relativement court. J'entends consacrer environ 30 minutes à ce que j'ai à vous communiquer. D'abord, en ce qui concerne mon pedigree, hein, je dois dire que j'ai fait mon cours d'officier dans les Forces armées canadiennes, que j'ai laissé les Forces armées canadiennes immédiatement après pour joindre la société American Motor, dont j'ai été le coordonnateur régional de la distribution des véhicules, autrement dit la maison mère de AMC au Québec, AMC qui a été ensuite acheté par la Régie Renault qui a été ensuite, enfin la partie AMC qui a été achetée par Chrysler, ensuite Fiat, bon, toute l'histoire. Et moi, j'étais à ce moment-là à la maison mère au quartier général qui était sur la rue Bourg à Côte-de-Liesse. Bon, c'est un détail comme ça. Ensuite, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, là, c'est pas vraiment utile. Ensuite, il y a des ouvrages que je voudrais vous présenter, des ouvrages que je considère importants pour ceux qui s'intéressent à la monarchie. D'abord, l'ouvrage de Lord Henry Brougham qui s'intitule The British Constitution, History, Structure and Working. C'est pas un ouvrage récent, c'est un ouvrage de 1861, mais qui est disponible aujourd'hui dans la collection Select Scholar, hein, qui est disponible à la librairie Indigo. C'est un ouvrage absolument incontournable, Lord Henry Brougham, qui expose l'histoire de la Constitution anglaise, qui est non écrite, mais qui comporte des paramètres très clairs et qui inspire notre propre
constitution, notre propre système constitutionnel. Le deuxième ouvrage que je vais vous présenter, toujours dans la même veine, c'est l'ouvrage The English Constitution de Walter Bagehot. C'est un ouvrage qui a été écrit autour de la même période, en 1885, c'est ça, de Walter Bagehot, qu'on retrouve dans une collection MOL, Legal Treatise, et qui est aussi disponible chez Indigo. Il y a d'autres ouvrages que je pourrais citer, mais pour l'heure, j'en vois pas l'utilité. Déjà, ça, c'est pas mal, et ça nous aide à comprendre les racines de notre Constitution, et que finalement, il y a bien des droits prévus, par exemple, dans la Charte canadienne des droits et libertés, qui sont en fait que notre charte est en quelque sorte une porte-voix de droits qui existaient déjà et qui font partie de la common law, qui font partie de notre Constitution d'une certaine manière non écrite, mais qui a été fixée en grande partie par les tribunaux anglais, le Judicial Committee du Privy Council, the Appeal Court en Angleterre. Donc, voilà, ce sont deux ouvrages très intéressants quant à moi. Ensuite, là on arrive, si vous voulez, une précision que je voulais apporter sur les autres vidéos que j'ai l'intention de faire. Il va y avoir une vidéo possiblement sur la pandémie et les changements climatiques et possiblement une vidéo sur la sclérose en plaques et le droit municipal. Je vais m'intéresser à la question municipale pour des raisons que je vais préciser plus tard. Donc, je répète, il y aura possiblement une autre vidéo sur la pandémie, à savoir comment nos gouvernements ont abordé la question et ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient dû faire. Enfin, bon, évidemment, vous allez me dire, c'est le point de vue d'un gérant d'estrade, là, mais bon, que voulez-vous? Moi, je pense qu'il y a des choses, des décisions importantes qui n'ont pas été prises, qui auraient dû être prises, et par contre, enfin, je vais y revenir là-dessus. Ensuite, la question des changements climatiques, à voir est-ce qu'il y a possiblement des solutions réelles au changement climatique. Je crois que oui. Je suis un de ceux qui croit dans les changements climatiques. Il ne faut pas s'illusionner. Je ne suis pas un sceptique. Mais dans les moyens, je pense qu'on fait fausse route complètement. L'histoire des GES, c'est pas très marketing et les gens n'y adhèrent pas vraiment. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que on a démantelé notre système ferroviaire pour faire des pistes cyclables et on a mis sur nos routes des milliers de camions, des milliers de poids lourds qui transportent des conteneurs et tout ça pollue énormément. Autrement dit, une partie de la solution, quant à moi, résiderait dans le train pour le transport des marchandises notamment. Donc, mais ça, je vais y revenir là-dessus. Ensuite, je vais traiter la sclérose en plaques parce que c'est intéressant. Les maladies neurologiques, n'est-ce pas? On ne connaît pas les pronostics, on ne connaît pas les causes. Étant moi-même atteint, donc je vais avoir quelque chose à dire là-dessus. Ensuite, la question du droit municipal, ça aussi, c'est intéressant. Au chapitre du financement municipal, on s'aperçoit que dans le cas de Montréal, ou enfin dans le cas de toutes les grandes villes de plus d'1 million, il y a vraiment une crise majeure qui se profile, que ce soit pour la réflexion des infrastructures ou encore simplement le financement des opérations courantes. Là. Il y a vraiment, là, si vous voulez, un chaos qui s'est installé, une inquiétude, et à l'heure actuelle, les élus ne semblent pas avoir de solution à l'horizon. Il n'y a pas de solution prévisible qu'on peut annoncer. Là. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir financer toutes leurs dépenses. Mais ça, je vais revenir là-dessus avec Maître Gérald Tremblay, l'ex-maire de Montréal. Voilà. Maintenant, premier sujet vraiment à l'ordre du jour au Québec, maintenant que j'ai fait mon entrée. Voilà. La question de la sanction possible lorsque, par exemple, on adopte une loi, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture,
est-ce qu'une loi pourrait avoir force de loi sans recevoir la sanction royale, la sanction du gouverneur général? Eh bien, la réponse à ça, c'est non. Donc, ça vient en quelque sorte renforcer ma thèse à l'effet que vraiment la monarchie est le pilier de notre Constitution, le pilier de notre gouvernement. Un autre aspect, un autre commentaire que je pourrais faire, est-ce qu'un député qui serait élu, mais qui refuserait de prêter serment à la souveraine pourrait siéger à la Chambre des communes, pourrait siéger à l'Assemblée nationale, et comme ce que certains députés de Québec solidaire voulaient faire, eh bien non. Je pense qu'à ce moment-là, tout ce qu'il ferait serait complètement illégal et il pourrait il pourrait même pas siéger, il pourrait même pas rentrer. Le sergent d'armes, n'est-ce pas, que ce soit celui d'Ottawa ou celui de Québec, pourrait les expulser. Puis si jamais il y avait de la résistance, eh bien la police, écoutez, le député se fait sortir à l'extérieur de l'Assemblée nationale ou de la Chambre des communes, la maison du peuple, comme ils appellent. Voilà, non. Donc, on s'aperçoit que le serment à la souveraine est un élément absolument incontournable pour qui veut siéger à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, et que le lieutenant-gouverneur du Québec veille au grain, le gouverneur général d'Ottawa veille au grain, et que sans ça, tout ce qu'ils vont faire serait absolument tout ce qu'ils diraient et tout ce qu'ils feraient sans avoir prêté serment conformément à la loi du serment fédéral serait absolument illégal, ou conformément à la loi du serment, enfin au serment de la commune law, serment à la souveraine, indépendamment de la loi fédérale. Mais là, je n'entrerai pas dans certains détails techniques. Bon, voilà, ça c'est une position de ma part qui est hypothétique. On n'a pas encore été confronté à la réalité d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant qui doit prêter serment à la souveraine et qui aurait résisté à l'idée de prêter serment, mais qui voudrait quand même exercer les fonctions qui sont soumises, assujetties au serment. Enfin, j'ai pas connaissance. Peut-être que certains d'entre vous ont eu connaissance de faits, de situations où une personne avait été choisie pour exécuter certaines fonctions de l'exécutif assujetties au serment, et la personne a refusé de prêter serment, a quand même exécuté les fonctions. À ce moment-là, il faudrait voir dans l'histoire s'il n'y a pas un cas isolé, un cas d'espèce. Mais moi, je n'en connais pas. Bon. Donc, mon hypothèse, c'est que, encore une fois, la monarchie joue le rôle fondamental dans notre système, dans notre constitution et dans l'exercice du pouvoir exécutif au Canada. Bon. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, si vous avez des commentaires, des objections ou des suggestions, vous pouvez communiquer avec moi à claudelaf@hotmail.com. claudelaf@hotmail.com. Je me ferait plaisir de communiquer avec vous et on pourra échanger là-dessus. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, je n'accepte pas la donation. J'ai fait cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire, d'échange et à titre purement personnel, indépendamment de mon titre d'avocat ou d'enseignant. C'est une œuvre de bénévolat. Voilà. Bon, ce qu'on va retrouver maintenant, un aspect important de la monarchie, à savoir qu'est-ce que la souveraine peut faire concrètement. Bon. Elle est d'abord, souvent elle est consultée par le pouvoir exécutif. N'est-ce pas, que ce soit au Canada, en Angleterre, elle est consultée. La souveraine est consultée. On la consulte, on demande son avis. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Ou elle encourage la personne du pouvoir exécutif qui la consulte, ou elle avertit. Bon, elle encourage ou avertit. Mais il y a eu quelques cas, un cas entre autres dans l'histoire et qui est rapporté par Walter Bagehot, d'un souverain qui aurait congédié un ministre du cabinet. Bon. Ça fait de ça quelques siècles, là. Bon, mais c'est arrivé.
Il y a le dossier, bien sûr, de la crise australienne en 1975, cette crise que j'ai couverte lors de la première vidéo. Est-ce que ça pourrait se reproduire? Oui. Est-ce que la souveraine pourrait encore une fois, par l'intermédiaire de la gouverneure générale, procéder au congédiement d'un ministre du cabinet ou voire même du premier ministre? Théoriquement, oui. Et on sait qu'en Australie, le gouverneur général Kerr a congédié Witham, le premier ministre, pour le remplacer par Malcolm Fraser. Je ne reviendrai pas là-dessus, je vous ai donné la référence lors de la première vidéo. Un autre point que je veux couvrir avec vous aujourd'hui, de façon, je vous dirais, spontanée, comprenez bien là, que lorsque je fais une vidéo comme ça, c'est pas que je donne pas mes cours de la même façon. Mes cours sont donnés de façon beaucoup plus systématique. Moi, je le fais purement comme un exercice informel. Je glane de l'information que je partage avec vous et c'est comme ça que ça rend pour moi l'exercice, je vous dirais, agréable d'une certaine manière, sans être trop rigoureux, parce que quand c'est trop rigoureux, ben c'est moins agréable. Bon, ben voilà. Donc, j'y vais de manière un peu spontanée. Je glane ici et là des notions que je partage avec vous. Bon. OK. Dans la communauté académique, la communauté des juristes, il existe une croyance à l'effet que Sieur de Montesquieu, un juriste éminent français, qui a écrit L'Esprit des lois, un chef-d'œuvre, à l'effet qu'il existe trois instances, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et à partir de ça, les pères fondateurs de la nation américaine, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, entre autres dans les Federalists, hein, le fameux livre, Les Federalists, qui était en quelque sorte la correspondance plus ou moins, pas vraiment clandestine, mais anonyme des pères fondateurs à l'époque de la guerre révolutionnaire. Donc, des écrits qui auraient pu les amener directement devant le peloton d'exécution, n'est-ce pas, qui, évidemment, qui aurait été monté, un peloton monté par le roi Georges III pour se débarrasser des traîtres, parce que c'était ces gens-là, les pères fondateurs de la nation américaine étaient considérés comme des têtes. Bon. Et eux ont développé dans les Federalists, un peu comme Montesquieu l'a fait, cette espèce d'idée de check and balance, n'est-ce pas, où l'exécutif est surveillé par le judiciaire et le législatif surveille l'exécutif et ainsi de suite. En fait, compte, c'est comme un personnage à trois têtes, un dragon à trois têtes, et les trois têtes se surveillent les unes les autres. En d'autres termes, le législatif surveille l'exécutif, qui est à son tour surveillé par, n'est-ce pas, le judiciaire. Évidemment, cette idée-là, au départ, ce qui circule dans le milieu académique, dans le milieu juridique, c'est les idées de Montesquieu. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Et c'est là que les auteurs américains comme Bagehot et le Sir Lord Henry Brougham sont intéressants. C'est que au Moyen Âge, bien avant la Révolution américaine, on parle à partir de 1215, n'est-ce pas, où les décisions du roi pouvaient être, je ne dirais pas portées en appel, mais d'une certaine manière, portées en appel dans le contexte de l'habeas corpus, notamment, qu'il y avait une forme moi je peux dire, de ce qu'on appellerait aujourd'hui de judicial review, hein, une sorte de révision des décisions de l'exécutif par les juges. Et il y avait à ce moment-là, en Angleterre, à partir des Plantagenets, ça va se continuer avec les Tudors, et les Stuarts, les Hanovriens, ensuite les Saxe-Cobourg, Gotha, ensuite les Windsor, eh bien, il va se continuer du bon Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui cette idée d'une surveillance des actions du roi par un Parlement. C'est-à-dire que vous avez un Parlement qui adopte des lois, n'est-ce pas,
Et il y a une communication avec le souverain et il y a des échanges, parfois des échanges houleux. Et contrairement au modèle français, où vous aviez une monarchie absolutiste, il y avait des parlements locaux, mais qui n'avaient le pouvoir que de faire des remontrances au roi. Autrement dit, les parlements locaux en France faisaient des reproches au roi. On lui reprochait généralement de trop dépenser, de mener une vie de luxe, etc. Bon. Et, ou encore d'avoir des fréquentations douteuses. La marquise de Pompadour, celle qui appelait ce que le bon peuple de Paris appelait la putain du roi. Eh bien, en Angleterre, c'était tout autre. Les lois étaient adoptées par le Parlement et il y avait des échanges avec le pouvoir exécutif, c'est-à-dire que le roi pouvait émettre des décrets, n'est-ce pas, comme des ordres exécutifs, là, si vous voulez, à l'américaine, et qui pouvaient être revus, discutés par le Parlement des élus, qui était généralement composé de gens relativement riches, fortunés, ou encore des personnages qui avaient aidé le roi dans ses entreprises de guerre, dans ses entreprises militaires pour conquérir des territoires. On pense ici à des barons, des barons, qui pouvaient constituer à ce moment-là la Chambre des Lords, n'est-ce pas, mais qui pouvaient aussi faire partie du Parlement, qui était formé de freeholders, des personnes libres qui étaient propriétaires et qui payaient des taxes souvent assez importantes aux souverains. Ce sont ces gens-là qui composaient, si vous voulez, le Parlement, à savoir deux chambres, une chambre qui était composée d'une aristocratie formée, si vous voulez, de personnes nommées, désignées, choisies par le roi, et qui étaient souvent des compagnons d'armes, et ou parfois des personnes très riches qui avaient été aussi des compagnons d'armes et que le roi connaissait bien. Ces gens-là devenaient des lords, souvent qui étaient déjà anoblis avec le titre de barons. Et il y avait une chambre des communes qui était formée de gens relativement riches, généralement évidemment seulement des hommes, et qui étaient des propriétaires terriens la plupart du temps. Donc, il y avait un parlement vraiment actif déjà chez les Plantagenets au début du Moyen Âge. Donc, cette histoire de check and balance, du dragon à trois têtes, là, Montesquieu a fait simplement constater ce qui existait en Angleterre. C'est la raison pour laquelle il a vécu une partie de son existence à Londres. Autrement dit, l'institution parlementaire était très vivante en Angleterre et en France, on vivait une monarchie dictatoriale. Voilà, c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe aujourd'hui en France versus ce qui se passe en Angleterre. L'esprit démocratique en France en arrache, c'est difficile. Hein, le président de la République, là, il n'est pas très ouvert au dialogue, c'est pas un pragmatique. Alors qu'en Angleterre, on cherche des solutions de compromis, il y a beaucoup plus de dialogue et il y a une reconnaissance véritable des trois instances. Et dans la pratique politique, ces trois instances existent et ont énormément d'interactions. Voilà. Ensuite, je voudrais dire quelques mots, un autre sujet, pour ne pas trop m'étendre, la question de l'année 1774. Bon. Lors de la dernière vidéo, je vous ai mentionné que l'année 1774, c'était l'année de l'adoption de l'Acte de Québec. L'Acte de Québec, c'est un acte de Westminster, du palais de Westminster, à l'initiative de Georges III, et qui nous reconnaît la religion catholique, les us et coutumes de France, après la conquête, là, et la langue française de facto, comme une conséquence, si vous voulez si vous gérez votre société conformément au régime seigneurial, avec les us et coutumes de France, eh bien, on présume que vous le faites en français. Vous ne commencerez pas à faire ça en anglais. Hein? Bon, voilà. Donc, l'acte de Québec est important. Mais l'acte de Québec est aussi important pour une autre raison. Et celle-là, elle est vraiment géopolitique, géostratégique. C'est que 1774, c'est la fin du règne du pape Clément XIV. Et qu'est-ce qu'il a fait, le pape Clément XIV? Eh bien, il a dissous
l'ordre des Jésuites et il les a fait incarcérer, Clément XIV. Donc, à l'intérieur de l'Église catholique, il y avait un mouvement anti-jésuite extrêmement fort. Évidemment, je n'entrerai pas dans les détails des raisons pour lesquelles on n'aimait pas trop les jésuites, mais possiblement parce qu'ils venaient d'Espagne, ils représentaient une nouvelle frange que je pourrais qualifier de, entre guillemets, d'internationaliste. Et ça résonnait mal dans les oreilles de Clément XIV, qui était italien. Bon. Évidemment, Clément XIV décède et là, il est remplacé par un autre pape, le pape Pie VI. Bon. Le pape Pie VI, lui, il ne va pas restaurer l'ordre des Jésuites, mais il va les libérer. Alors qu'ils étaient incarcérés, il va les libérer et il va les envoyer aux États-Unis. Et parmi ces jésuites, on retrouve des personnages comme John Carroll. Et John Carroll va devenir le conseiller spirituel de George Washington. C'est pas rien. Et il va fonder l'université de Georgetown et d'autres universités, la John Carroll University en Ohio, et d'autres jésuites vont créer d'autres institutions d'enseignement à travers les États-Unis pour, en quelque sorte, supporter les pères fondateurs de la nouvelle nation américaine. Donc, on s'aperçoit que 1774 a vraiment été un tournant dans l'histoire américaine. Et ça a été aussi, et ça c'est pas un petit détail, la fin du règne de Louis XV et le début du règne de Louis XVI. Et on sait que Louis XVI va jouer un rôle fondamental dans la bataille de Yorktown parce qu'il va envoyer l'amiral de Grasse et la flotte française qui va faire subir une défaite humiliante à la Royal Navy à l'occasion de la bataille de Yorktown. N'est-ce pas? Donc, on se retrouve ici, si ma mémoire est exacte, là, 1879, des fois il y a tellement de dates là, que parfois que je m'y perds, et le deuxième traité de Paris de 1783 qui va reconnaître la nation américaine. Donc, la France va jouer un rôle vraiment important dans la naissance des États-Unis par, par le biais du pape Pie VI et des jésuites à ce moment-là, qui, eux, vont s'impliquer directement dans, si vous voulez, dans la constitution du nouvel État. Bon, ils vont jouer un rôle extrêmement important. Je vais revenir sur cette question-là parce que on peut raisonnablement penser que l'acte de Québec nous a été accordé pour éviter que l'on joigne la Révolution américaine. D'ailleurs, à cet égard, John Carroll est venu à Montréal à ce moment-là où il a rencontré les autorités ecclésiastiques qui lui ont dit d'aller se faire voir ailleurs. En d'autres termes, que les autorités ecclésiastiques d'ici voulaient rester fidèles à la couronne britannique. Donc, John Carroll est retourné un peu penaud aux États-Unis, c'est-à-dire dans la colonie américaine qui était naissante à ce moment-là, mais c'est postérieur à 1776, n'est-ce pas? Autour de cette période-là, je pourrais vous donner des détails, j'ai fait des recherches là-dessus. Et, la démarche a échoué. Et on se souvient qu'il va y avoir aussi l'épopée du major, capitaine devenu major Clément Gosselin, qui va joindre les troupes américaines au moment, à l'époque de la guerre révolutionnaire. Voilà. Voilà. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de détails qui vont, en quelque sorte, qui pourraient intéresser certains d'entre vous, là. Mais sur le rôle, finalement, de Clément Gosselin et sa relation avec George Washington, donc qui est confirmé par des documents qui sont disponibles à la librairie du Congrès.
n'est-ce pas? Parce qu'après la guerre révolutionnaire, Washington a consenti à Clément Gosselin un immense territoire dans l'État de New York. Mais la question qui me fatigue et que j'hésite à vous poser, enfin, à soumettre, c'est le rôle qu'aurait peut-être joué Clément Gosselin dans l'histoire de Benedict Arnold, qui est considéré comme un traître, c'est-à-dire qui était un général, un grand standing, un général très près de Washington, mais qui en fait était un espion pour Georges III. Et moi, je suis amené à penser que c'est Clément Gosselin qui a beaucoup, enfin, qui a contribué à, si vous voulez, à dénoncer et à déjouer, enfin, d'une certaine manière, les plans de Benedict Arnold. Enfin, mais ça, je vais revenir là-dessus parce que ça relève plus de l'hypothèse qu'autre chose. Parce qu'on sait que Benedict Arnold, avec ses troupes, il est monté jusqu'à Québec, il a essayé de convaincre les citoyens, les colons français de Québec de joindre la Révolution américaine. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il s'est rendu jusqu'à Montréal. Il a perdu beaucoup de ses troupes. Finalement, il est retourné aux États-Unis, je pense, par le Richelieu. En fait, il est monté par la rivière Chaudière pour se rendre à Québec. Un chemin extrêmement difficile. Il s'est rendu, il est descendu jusqu'à Montréal. Il serait revenu aux États-Unis par le Richelieu, la vallée du Richelieu et le lac Champlain. Donc, mais ça, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo séparée, tellement il y a de matériel, à savoir qu'on a passé à deux cheveux de devenir américain. Là, vraiment, là, c'était très militaire, c'était très terrain. Et c'est vraiment l'Église catholique, enfin les représentants, les ecclésiastiques de l'époque, qui nous ont empêchés de joindre la Révolution américaine, ce qui est un peu choquant parce que à l'époque, la Révolution américaine était beaucoup d'inspiration jésuitique, donc catholique, poussée par Pie VI et Louis XVI. Et on nous disait, nous, ben, c'est des protestants, c'est des méchants, c'est des ci, c'est des ça. Mais en réalité, c'était des catholiques. Hein, ben, enfin, c'était des catholiques. Il y avait des juifs, des puritains et des épiscopaliens, c'est-à-dire des anglicans adaptés aux colonies, etc. Donc, il y avait beaucoup de croyants. Et la position de l'Église catholique est difficile à comprendre. On peut peut-être penser que l'Église catholique était dispensée de payer des taxes. Il y avait beaucoup d'établissements ici. Il y avait certainement une entente secrète ou discrète entre l'Église catholique d'ici et le pouvoir anglais, entre autres à l'époque de James Murray et, certains ecclésiastiques que je pourrais nommer parce qu'il y en a eu plusieurs et pour voir exactement quelles étaient les ententes entre le clergé d'ici et le nouvel occupant, le conquérant anglais. Enfin, voilà. L'autre question finalement que je vais aborder, la question finale que je vais aborder pour aujourd'hui, c'est la question de la religion et de la monarchie. Bon, brièvement, ce que j'ai à dire là-dessus, ça se résume à peu près à ceci, c'est que Henri VIII a introduit une fracture fondamentale dans l'Occident de l'époque. On parle ici 14e, 15e siècle. Et cette rupture fondamentale, c'est une rupture avec l'Église catholique. Et la question, je vous dirais, extrêmement importante de la fusion de l'Église et de l'État. Hein, avec la nouvelle, avec cette rupture s'accompagne d'une fusion de l'Église et de l'État. L'État anglais devient en même temps l'État anglican et le roi est le chef de l'Église anglicane. Donc, il n'y a pas deux pouvoirs séparés, il n'y a pas vraiment de compétition ou de concurrence entre l'Église et l'État. Il n'y a plus qu'une seule autorité sur le territoire, c'est l'autorité du roi, de la reine, du souverain, la souveraine, qui est en même temps le chef de l'Église. Évidemment, le fait d'avoir cette fusion fait en sorte que le pouvoir est concentré vraiment entre les mains et c'est un pouvoir à la fois spirituel et temporel. Alors qu'on sait très bien que en France, par exemple, ou en Espagne, au Portugal,
en Italie, enfin ce qui va devenir l'Italie avec Garibaldi. Là, bon. Et bien que dans les régions catholiques d'Europe continentale, il existe deux pouvoirs qui sont continuellement en concurrence. Vous avez l'Église catholique locale, et vous avez le gouvernement. Et souvent, il y a des différends, hein, des contingences, pour ne pas dire des conflits, des contentieux, et qui font en sorte que l'administration des communautés, des sociétés, des catholiques, peut être relativement compliquée. Avec Henri VIII et la fracture que lui va initier comme souverain, eh bien, c'est la fusion de l'Église et de l'État. Et c'est ce qu'on vit ici au Canada et au Québec. À l'Assemblée nationale du Québec, par exemple, on a enlevé le crucifix, le gouvernement Legault a enlevé le crucifix, mais on n'a pas touché aux armoiries britanniques au-dessus. Hein? Les armoiries sont toujours là. Ce sont les armoiries de l'Angleterre, les armoiries anglicanes, l'Église anglicane et du pouvoir anglais de la souveraine. On n'a pas touché à ça. C'est assez étrange, là, mais d'un autre côté, ça ne me surprend pas, tout comme on n'a pas touché aux commissions scolaires protestantes anglophones de Montréal, hein, qui continuent d'exister. Donc, on se retrouve vraiment avec avec Henri VIII, avec une fracture et un autoritarisme nouveau. Ainsi, par exemple, lorsque cette fracture est initiée par Henri VIII, eh bien, les gens sont obligés d'assister, de prêter serment au souverain et d'assister au service anglican. Autrement dit, ils sont obligés d'aller à la messe. Pour parler en langage de bons catholiques, là, ils doivent assister au service qui est dispensé par un reverend anglican qui, lui, peut donner la communion, lecture de la Bible, le Book of Prayer, qui est leur livre à eux, les anglicans. Et tout ça fait en sorte que, finalement, une nouvelle Église va naître qui est en fusion avec le gouvernement, ce qui va entraîner en Angleterre la fermeture forcée des monastères, des couvents, et il y en a beaucoup. Donc, vraiment, les catholiques sont, à cette époque-là, sont chassés d'Angleterre, qui ne tolère plus de gouvernement parallèle, le gouvernement de l'Église. On sait, par exemple, qu'à l'époque de Louis XV, l'Église catholique a joué un rôle majeur dans l'administration du gouvernement français, de la monarchie française, tout comme à l'époque de Louis XIV, beaucoup moins à l'époque de Louis XVI, mais enfin, disons, depuis le Moyen Âge en France, l'Église est un pouvoir parallèle, mais un pouvoir parallèle qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Bon, on sait que tout ça dans l'Église catholique, ça va mener aux accords de Latran de 1929, qui va séparer le pouvoir temporel du pouvoir spirituel au sein de l'Église catholique, puis faire en sorte que l'Église catholique doit s'occuper uniquement du pouvoir spirituel et que le Vatican est le lieu de l'exercice de ce pouvoir, le lieu central de l'exercice de ce pouvoir. Donc, voilà. Et avec les années, l'Angleterre va se montrer beaucoup moins rigide avec les catholiques, dont bon nombre vont quitter l'Angleterre, mais bon nombre vont y rester, bon nombre vont préférer émigrer aux États-Unis. Mais le Parlement anglais va adopter au fil des années ce qu'on va appeler des Toleration Act, c'est-à-dire des lois qui visent à permettre aux catholiques de postuler pour des fonctions officielles, comme par exemple le fait d'être élu, de se faire élire, de se porter candidat comme député pour un parti quelconque ou d'exercer des fonctions pour l'exécutif. Donc, il y a eu plusieurs Toleration Acts qui vont être adoptés, qui vont ouvrir les portes aux puritains, aux catholiques, aux juifs, à tous ceux, autrement dit, qui ne sont pas anglicans ou qui ont refusé par question de principe de prêter serment au roi, au souverain, et qui n'ont pas quitté l'Angleterre, parce que bon nombre vont quitter l'Angleterre pour peupler la nouvelle, si vous voulez, la colonie américaine qui va devenir les États-Unis d'Amérique. Bon, voilà. Bon, j'aimerais, un point que j'aimerais apporter et finir là-dessus,
c'est sur la question des précédents de la Chambre des Lords, du comité privé de la Chambre des Lords, qui rend des décisions à titre de cour d'appel d'Angleterre. Est-ce que aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que nos tribunaux sont liés par les décisions de la Chambre des Lords, du comité d'appel, du comité judiciaire du conseil privé de la Chambre des Lords? Est-ce que nous devons suivre leurs décisions? Sommes-nous liés? Est-ce que ce sont des précédents qui nous lient? Elle est là la question. Et elle est importante, surtout en droit criminel, ou pour tout ce qui touche nos libertés. Eh bien, l'honorable juge Beverly McLaughlin, dans la décision Sharkawi, a écrit que ces décisions de la Chambre des Lords sont authoritative. Je répète, authoritative, c'est-à-dire qu'elles sont une autorité. Autrement dit, these decisions are not binding. On n'est pas lié par ces décisions. Autrement dit, ce n'est pas un automatisme. Le juge de la Cour suprême dit « Ah, la Chambre des Lords a dit ça, donc c'est ça. » Non, ça c'est binding. Authoritative, ça veut dire on doit en tenir compte. Et si on veut s'en dissocier, il faut faire ce qu'on appelle du distinguishing. Autrement dit, comme quoi la situation canadienne est différente de la situation anglaise et qu'on va rendre notre décision en fonction de cette différence qui fait en sorte qu'on n'est pas lié par la décision anglaise. C'est pas rien, ça. Là. C'est important. Puis c'est le juge en chef de la Cour suprême du Canada dans la décision Sharkawi. Je pourrais vous donner la référence pour ceux qui s'intéressent. Elle dit clairement, ces décisions de la Chambre des Lords sont authoritative. Donc, on doit tenir compte, et si on veut s'en dissocier, eh bien, il faut faire de ce qu'on appelle, il faut distinguer la situation actuelle de la distinction anglaise et de rendre notre décision en fonction de cette distinction, de cette différence. Donc, il y a un travail à faire par la Cour. Et par les parties, éventuellement, hein, les avocats vont plaider de part et d'autre, là, et ils vont pouvoir dire, ben là, écoutez, nous en défense, ou encore en demande, ou encore en poursuite, eh bien, on invoque telle décision de la Chambre des Lords et on croit que ça s'applique au cas présent en matière, par exemple, d'exclusion d'éléments de preuve en droit criminel, etc. On peut penser à toutes sortes de situations au chapitre des aveux, l'admissibilité d'un aveu. Bon, donc à ce moment-là, si on dit qu'on est lié par ça, eh bien l'autre partie peut répondre non, et là faire ce qu'on va appeler du distinguishing, n'est-ce pas? Pour démontrer que finalement on n'est pas lié, it's not binding. Mais la partie nous le présente comme binding, comme si on était lié. Et là, on lui rétorque, non, it's authoritative. C'est une autorité et on s'en distingue en raison de cette différence qui n'est pas la même. La situation canadienne étant différente de la situation anglaise. Bon, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, des détails trop techniques. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Et voilà, les prochaines vidéos vont probablement porter sur soit la pandémie, les changements climatiques, et ensuite on va faire une courte vidéo sur la sclérose en plaques et une autre vidéo sur la question municipale. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une bonne semaine, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous le désirez, bien entendu. Bonne journée.